Ici, il n'y a pas d'asymétrie de sourcils. Donc on rentre dans des protocoles plus ou moins standards, dans des schémas d'injection plus ou moins standards, avec le schéma d'injection de la région glabellaire et le schéma d'injection de la patte doigt. La queue, donc, 5 unités SPIOUD. Voilà, une fois jette, au cadre radis, une petite salle d'ultrason. Mais مازال un petit fragment كيف ديما غادي هو avec l'aspiration هذاك باش يجيك هو بيدو بيسكو تسبل هذا يجي هو ديجا البوان خريط Si on a un Rexis qui est comme ça, donc je vais Si je réutilise moi, il va faire ça. Il va faire ça. C'est ce que je veux. Je veux arrêter. أنا ويني؟ أنت وينك؟ D'accord, mais si en plus de ces séances, on a tous les OCT qui vont avec, on ne peut pas faire fixe. Ça, c'est ce que j'appelle le régime fixe personnalisé. D'accord? Régime fixe personnalisé. Je vois que ça crée des relous. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Avec cette technique, on a repris nos patients en 2010
une série de patients qu'on a commencé à traiter en 2010, on avait un gain de 6 lettres à 1 an. C'est pas 11 lettres, mais nous, on a mis tous les patients, y compris les décollements vasculaires développés, y compris les formes hémorragiques, enfin, tout patient confondu, 6 lettres de gain. Alors, comme vous l'avez entendu, on a un nouvel anti-VEGF qui s'appelle l'aflibercept, ou Eylea. L'étude Eylea a été menée avec 2 doses d'Eylea, on ne va pas parler de dose 0,5, et certains patients avaient des injections tous les mois, comme pour le ranibizumab, et d'autres patients ont eu 3 injections, suivies d'une injection tous les 2 mois. C'est ce qu'on appelle le 2Q8, 2 mg toutes les 8 semaines. D'accord? Ça, c'est ça. Et ça donnait de bons résultats dans tous les groupes. Donc l'AMM du produit, c'est ça. Vous faites 3 piqûres, puis une injection tous les 2 mois. C'est ça, officiellement, c'est ça ce qu'il faut faire. Le problème, c'est que tout protocole fixe expose à des problèmes de sur- ou de sous-traitement. Comme je vous le disais, il y a des patients qui n'ont pas besoin de plus de 3 piqûres. 13% dans l'étude GEFAL menée par Laurent Kochiki en France il y a 2 ans. Donc, on a un certain nombre de patients qui n'ont pas besoin de ce protocole-là. Le second problème, c'est que dans cette étude VIEW, les gens en jaune avaient reçu ce protocole la première année de 2 qubits, c'est-à-dire une injection, 3 injections suivies d'injections tous les 2 mois. Ces patients ont été suivis la deuxième année. Et la deuxième année, on pouvait faire plus de piqûres s'il fallait, ou moins s'il n'en fallait pas. D'accord ? Et on voit que certains patients ont eu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et même 11 piqûres la deuxième année. On peut penser que si ils en ont eu besoin de 11 la deuxième année, c'est qu'avec 8 la première année, c'était pas suffisant. Et c'est pour ça que dans l'étude VIEW, quand on a fait l'étude OCT, on voit qu'il y a des fluctuations, comme ça, de l'épaisseur maculaire moyenne. Parce qu'il y a des patients pour qui 8 semaines, c'est trop. Ils ne pourront pas rester 8 semaines sans anti-VEGF, sans avoir ce type de fluctuation dans leur OCT. C'est comme les costumes prêt-à-porter. Ça marche bien chez certains, c'est un peu large pour d'autres, et c'est vraiment très étroit pour d'autres. C'est ça le problème des protocoles fixes. Nous avons eu l'idée d'essayer le Lucentis tous les 2 mois. Et on a fait la même étude que l'étude VIEW dans mon cabinet, chez les patients, en les voyant tous les mois, et en repiquant tous les 2 mois, comme ça. Le problème, c'est que s'ils allaient vraiment très mal dans l'intervalle, on les piquait quand même. On ne pouvait pas les laisser s'aggraver. C'est pas éthique, à mon avis, de laisser les patients s'aggraver s'ils n'allaient pas. Donc on a un certain nombre de patients, 27 patients, et sur ces 27 patients, on voit qu'on a une montée de l'acuité visuelle initiale et que ça se stabilise à 1 an à 8 lettres 40. Ce qui est très beau. On voit aussi que l'OCT présente des fluctuations, parce qu'il y a des patients pour qui ça ne va pas suffire. Mais au total, c'est pas mal. Et on a exactement les mêmes résultats que l'étude VIEW avec la fludarcène en utilisant le ranibizumab, avec un nombre d'injections quasiment identique. Il y a une autre étude qui vient de paraître, c'est une étude menée par des Danois, où ils ont utilisé le bevacizumab, donc la Vastrin, toutes les 4 semaines, toutes les 6 semaines, toutes les 8 semaines. Et il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les 3 groupes. Donc probablement ce protocole-là, 3 piqûres suivies d'une injection tous les 2 mois, convient à une majorité des patients. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, pas à tous. Et c'est peut-être pas un problème de produit. Quand même pas mal. Est-ce que l'une est meilleure que l'autre? Non, il y a une multitude de pinces, de formats, de façons de tenir, et on fait en fonction de ses habitudes et de ce que l'on maîtrise. Il n'y a pas vraiment de modèle qui est extrêmement supérieur aux autres. Et donc à côté des pinces, il y a tous les outils possibles et imaginables, en particulier les sondes endolaser. Et moi j'aime bien ces sondes endolaser rétractiles ou érectiles qui peuvent donc passer dans les canules en étant droites et puis que l'on peut pousser, et orienter en fonction de l'endroit que l'on veut photocoaguler dans l'œil. Où il en existe tout un tas, Synergétis en particulier est très présent sur ce marché. Donc le 23 gauche, ça a eu un franc succès parce que c'est aussi facile que le 25, ça passe à travers la conjonctive et la sclère, mais c'est aussi performant que le 20 gauche, et donc ça a corrigé certains des défauts du 20 gauche sur la lenteur et la taille des outils. Et donc c'est une chirurgie ambulatoire que l'on a un peu hésité à faire à un moment donné pour des raisons de tarification de séjour, mais que maintenant on fait en grande proportion en ambulatoire, en particulier la chirurgie maculaire. Les inconvénients, c'est de multiplier les cas. Si vous avez Louise qui a écrit ça en 2007, il parlait de est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce qu'on n'a pas des risques pour les patients. Et c'est vrai qu'on s'est posé des questions quand on a vu passer ces 2 papiers.
qui étaient donc des expériences importantes en volume et inquiétantes en résultat sur les premiers cas. Enfin, premier cas, il y avait ici 5520 gauges et 3025 gauges, et il y avait une différence d'un facteur plus que 10 entre les deux groupes en termes d'endophthalmie. Et puis il y a ici un papier d'Américain, 6020 gauges et un peu plus de 1025 gauges, et là aussi un facteur 3 entre les deux groupes. Et donc on s'est dit, il y a vraiment un problème, est-ce que ça ne va pas mettre en péril cette technique qui est si sympathique à faire? Et puis on a été rassuré par les papiers suivants, très rapidement, qui ont adapté la technique opératoire, en particulier en faisant donc l'insertion oblique des canules. Voilà un papier d'autres japonais où il y avait donc une endophthalmie sur 3520 gauges, une endophthalmie sur 3325 gauges, et en particulier 0 à partir du moment où les canules ont été insérées en oblique. Puis voilà deux autres papiers, ici un petit groupe, ici un groupe sur son socle. Dernière évolution dans ces vitrectomies, c'est les nouvelles machines qui sont apparues depuis 2-3 ans maintenant sur le marché. Donc il y en a 3 en fait avec DORC, le Constellation Telcom, le Stellaris PC de Mochelon, et ces deux machines sont assez proches. Elles ont comme caractéristique technique de couper à 5000 coups par minute et d'avoir été assez adoptées, et tellement adoptées que la vitrectomie transconjonctivale se répand maintenant de façon totale, et il n'y a plus beaucoup d'indications au vin gauche à mon avis. Vous voyez que dans un sondage de l'année dernière, il y avait 70% des vitrectomies aux États-Unis qui étaient faites en transconjonctivale, 50% dans le monde. Je sais que nous, dans le service, on n'a plus fait au CHU de Bordeaux de vitrectomie du vin gauche depuis, je sais pas, 2-3 ans probablement. Il reste des indications à des sclérotomies plus grandes pour les corps étrangers intraoculaires par exemple. Mais à ce moment-là, on se met avec du 25 gauge ou du 23 gauge et une sclérotomie supplémentaire de grande taille. Comme la Curus initiale qui coupait à 800, on est passé à 1500, 1600. Le standard est à 5000. La machine de DORC coupe à 6000. On a récemment essayé des sons qui coupent à 7005. Et les derniers prototypes coupent à 10 000 coups par minute. Donc on est sur un système où vraiment la fréquence de coupe est très élevée. Gros avantage, on diminue les tractions sur la rétine périphérique, on diminue les déhiscences périphériques et on fait des vitrectomies de meilleure qualité. Un appoint fort récent de la chirurgie vitréo-rétinienne, c'est l'apparition de l'emploi des colorants pour le pelage des membranes. Donc c'est une déclinaison de la chirurgie de la cataracte. Là aussi c'est très récent, puisque c'est en 2000 que ça a été présenté pour la première fois avec